Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission d'Interaction. Alors Interaction, qu'est-ce que c'est? C'est un 2 en 1, à la fois un fonds commun de placement, un fonds qui va être investi en actions européennes et une émission transparente, interactive dans laquelle vous pourrez prendre la parole pour nous challenger, poser vos questions et intervenir parce qu'on a une conviction. On a la conviction qu'ensemble on est plus fort, on a la conviction qu'en partageant, on va faire naître des idées intéressantes, des idées d'investissement. Alors, Interaction, c'est quoi? C'est un fonds qui est lancé en partenariat, en association avec Décideur TV, avec Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Ancien du JDF, d'Investir, de BFM Business, et avec Acer Finance, représenté par son président Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Qui a le rôle et la casquette du gérant, Hubert la casquette de l'analyste et votre serviteur, celle du journaliste. Je me ferai votre porte-parole durant ces émissions. On va commencer tout de suite par notre première séquence, une séquence consacrée à l'actu qu'on a intitulée Tendance. Alors Hubert, à vous la parole. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine boursière? Alors c'est une semaine de rebond, de retour à la normale, je ne sais pas comment dire. L'illustration, c'est le fameux indice de la volatilité, l'indice de la peur, qui a baissé de 33%. En une semaine, c'est beaucoup. Les marchés européens gagnent aux alentours de 5%, les marchés américains pas loin de 4%. Qu'est-ce qui a changé d'une semaine à l'autre? Alors, c'était la panique la semaine d'avant? C'était la panique, pour plein de raisons. Les gens ont un peu joué à se faire peur, les gens ont un peu joué aussi avec les banques centrales. Mon sentiment est que les banques centrales ne peuvent pas tout, on s'en aperçoit de temps en temps, on leur demande beaucoup, et là, les banques centrales ont un peu fait le job. La Banque d'Angleterre a dit qu'il n'était pas question de remonter ses taux. Des intervenants au comité de politique monétaire de la BCE ont dit qu'on pourrait racheter des obligations privées. C'est surtout ça, la BCE qui est voilà. dans l'arrière-cour et qui pourrait intervenir. Oui, la zone euro est la grande inquiétude, la panne de croissance de la zone euro est la grande inquiétude. La BCE fait le job, donc ça a rassuré les marchés. On avait été un peu vite. Il y a eu des fonds d'arbitrage qui ont dû liquider des positions, le pétrole cassait. Deuxième chose quand même, des publications semestrielles des entreprises qui sont bonnes. Alors, bonnes aux États-Unis, Apple, Yahoo, 3M, etc., avec quand même des petits points de déception sur la consommation, sur McDonald's et sur Coca-Cola. Et globalement bonne en Europe, globalement bonne, avec des petits points d'inquiétude aussi. On a eu Michelin, on a Gucci, donc filiale de Kering. Mais globalement, ça c'est très bon. Alors dernier point. La Chine, on finit le tour du monde. On finit le tour du monde. La Chine, les taux de croissance se révisent à la baisse, mais les taux de croissance pour 2014, voire pour 2015, on les voit encore à 7,1, 7,2. Oui, il ne faut pas oublier que la Chine est en train de passer d'un régime de pays producteur à un régime de pays consommateur, avec, quoi qu'il en soit, une croissance qui sera à chaque fois décevante eu égard à la moyenne de ce qu'on a connu autour de 10% avant. Donc 5-6% de croissance, ça reste considérable à l'échelle de la planète d'abord. Je rappelle que c'est 1 milliard de personnes, c'est pas négligeable. Et beaucoup de gens vous disent finalement c'est peut-être bon signe parce que mieux vaut une croissance durable et pérenne que des à-coups désordonnés. Alors c'est plus sain pour nous tous, ça nous évitera des excès qui sont déjà latents sur un certain nombre de classes d'actifs. L'immobilier par exemple dans la zone euro, plutôt élevé aujourd'hui à cause des taux d'intérêt très bas, l'inflation très faible. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait un facteur aussi important qui va traîner la consommation dans les années qui viennent, qui soit un peu en recul. Donc, le moins mal que prévu est déjà très bien en réalité. Et puis alors il y a un deuxième point, c'est l'Europe a ce qu'elle mérite. Elle a décidé que la Chine avait qu'à négocier avec la Russie, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est intéressant notamment sur le prix de l'énergie, puisque ça va permettre, à mon avis, de se retourner un petit peu plus vers la Russie, qui était un peu l'oublié de l'affaire avec l'histoire ukrainienne évidemment, et d'aller acheter un gaz finalement pas si cher que ça et aux portes de l'Europe. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les grandes tendances qui animent ces marchés financiers. On passe tout de suite à notre rubrique tableau de bord. Alors, parce qu'un fonds, une gestion, c'est une philosophie, on a décidé en effet de prendre celle d'Acer qui va être patinée par les analyses d'Hubert et par vos questions, vos commentaires, vos orientations. Mais Acer Finance a développé finalement sa méthodologie, Thomas, qui repose sur des tableaux de bord et
des choses assez visuelles, hein. On va les voir tout de suite à l'écran, des feux. Vous faites comme dans la circulation, il y a des feux verts, orange et rouge. Vous nous expliquez ce qu'il y a derrière cette philosophie? Alors derrière chacun de ces feux se cache un indicateur particulier, et il se trouve qu'à l'aune de l'expérience, on s'est rendu compte qu'il valait mieux que ces indicateurs soient d'une certaine couleur pour qu'on puisse mettre en place une gestion d'un certain type. Et à chacun des thèmes que l'on peut voir sur les écrans aujourd'hui, correspond une mesure spécifique, statistique très précise, sur longue durée, qui nous permet d'émettre une couleur vert, orange ou rouge. Oui, c'est pas colorié au hasard, hein. C'est pas le matin vous vous réveillez en vous disant tiens je vais mettre du orange ou du vert. On voit quelques-uns de ces indicateurs tout au long de ces émissions au fil des semaines, hein. On va revenir en détail sur chacun d'entre eux. On va par exemple donc voir qu'il y a quand même pas mal d'orange déjà, l'impression globale. Oui, l'impression globale, c'est ni plus ni moins que ce que nous traversons aujourd'hui, un certain nombre d'incertitudes. C'est une impression, on est en orange parce que la politique non conventionnelle de baisse des taux d'intérêt qui est menée depuis 2 ans maintenant amène un certain nombre d'incertitudes par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Les taux d'intérêt auraient dû remonter en 2009, on les a maintenus bas volontairement. Ces indicateurs ne sont que la traduction de cette incertitude. On n'a pas trop l'habitude de politique non conventionnelle par définition. Orange, on peut accélérer ou freiner, Hubert, hein. On peut accélérer ou freiner. La question, on gère donc... Enfin, peut-être pas dans le code de la route, je dis peut-être une bêtise dans le code de la route. On peut en parler, on gère un fonds PEA, donc qui doit être investi à 25% minimum. La question, c'est est-ce que... À 75%. À 75%, quoi, qui doit 25% de liquidité minimum. Maximum, est-ce que quand ça va très mal, on peut aller au-delà avec des arguties, ou est-ce qu'on peut trouver des titres qui sont défensifs et qui se décorrèlent en fait du marché? Alors, en fait, d'après nos mesures actuelles, on peut encore se permettre d'avoir une diversification en matière de titres sans nécessairement sortir du marché. On n'est pas encore dans le risque systémique. Alors on va le voir, ça c'est un autre tableau, hein, c'est le tableau de dispersion des performances, l'un de ces feux. Donc on le voit, orange. Niveau de dispersion des performances, ça veut dire quoi? Alors, niveau de dispersion des performances, c'est le moment où on regarde si le choix des gérants compte, pour être clair. Tant que ce niveau est proche de 0, le choix des gérants compte. Dès lors on a un rôle à jouer. Voilà, on a un rôle à jouer. Dès lors qu'il dépasse un seuil moyen qu'on a déterminé, que vous voyez sur cet écran ici. Et là, c'est la ligne bleue qu'on voit sur l'écran. Exactement. Donc ça, c'est au-dessus ou en dessous. Voilà. Et on voit qu'on est tout en dessous encore, le petit rond rouge. Hein, voilà, on voit exactement qu'on a eu un petit rebond. On l'a surligné ou entouré en rouge au bout à droite. C'est cette crainte-là qui est née il y a désormais 15 jours, qui en fait tient sa naissance plutôt au mois d'août, dès lors qu'on a eu une première tension sur les obligations corporate américaines. Mais alors derrière la question d'Hubert, est-ce qu'on peut se couvrir davantage en cash? Il y a une autre question, est-ce que c'est le bon moment là pour lancer un fonds? On est à 4100, est-ce qu'il faut rentrer dans le marché maintenant? Alors, le choix de rentrer ou de ne pas rentrer dans le marché, moi je le laisse au porteur de part. C'est lui qui en dernier recours décide. Moi ce que je sais, c'est qu'on va mettre en place un fonds qui, dans le contexte qu'on connaît, résistera mieux, toutes choses égales par ailleurs évidemment, et sauf énorme surprise sur un titre, résistera mieux que l'indice par exemple de référence qu'on a pris, qui est le CAC 40. Voilà, autre indicateur là pour finir ce tour d'horizon des indicateurs. Un deuxième indicateur, celui de la volatilité. Pourquoi est-ce que vous avez sélectionné celui-ci cette semaine en orange également? Eh bien, alors là, c'est juste pour l'expérience de chacun d'entre nous. On a bien vu que cette volatilité était de retour, mais là aussi, elle reste en dessous d'un niveau historique de période de crise. Donc, on rappelle ce qu'est la volatilité, Hubert, peut-être d'un mot. La volatilité, c'est l'écart à la moyenne finalement des performances quotidiennes. Donc, alors après, les calculs eux-mêmes, on va pas rentrer dans le détail, mais finalement, c'est le risque. Hein. C'est le risque, comme on disait, l'indicateur de la peur. Hein. Ouais, plus il y a d'écart, plus les gens sont nerveux, en fait, c'est ça que ça veut dire. Plus les marchés sont nerveux, plus les opérateurs sont nerveux, plus ils sont enclins à sortir très vite ou rentrer très vite sur le marché. On voit le point d'inflexion. Les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Ils n'aiment pas l'incertitude. Et donc, quand l'incertitude se développe, ce facteur-là la mesure et l'amplifie le cas échéant. Donc, ça peut être le moment, si on est en dessous, est-ce qu'on a l'impression que la volatilité, au contraire, de rentrer? Et si on va très au-dessus, de faire quand même très attention. Et là, ça accélère. On voit, on est au-dessus d'un certain seuil. Hein. Oui, on est dans une période tendue. C'est indéniable. Un certain nombre de décisions doivent intervenir. Vous avez les stress tests de ce week-end sur les banques qui vont être un point de passage et peut-être un catalyseur de l'augmentation ou de la baisse de cette volatilité. Nous, en tous les cas, nous y croyons. Vous aviez eu dans un premier temps aussi les résultats macroéconomiques
notamment la Chine, qui pouvait aussi être un des catalyseurs de la hausse de cette volatilité, le ralentissement de la croissance là-bas, par exemple. Il y a l'interaction, puisque le fait que les stress des tests des banques ou l'évaluation des actifs des banques arrivent à mis de la volatilité dans le marché et va conduire sans doute les régulateurs à ne pas être sévères au moins dans la manière dont ils exprimeront leur rappel au règlement, si j'ose dire. Bon, et tout ça peut être résumé par un petit logo. Hein. Vous avez une métaphore qui est une métaphore de la météo, météorologique. Exactement. On va voir qu'on est en période de niveau 3, ce que vous appelez le niveau 3. Alors, je rappelle les niveaux. Il y a 4 niveaux, oui. Il y a 4 niveaux. Il y a le niveau où il fait très beau, donc c'est facile. Vous verrez un petit soleil le jour où il fera très beau. En niveau 2, on est sur une période où il y a toujours un peu de soleil, mais qui est légèrement voilée. Période 3, c'est la période que nous connaissons actuellement d'incertitude, où on est toujours en ce qu'on appelle en risk on. On peut toujours, d'après nous, prendre du risque. Et enfin, vous avez la période 4, qui est une grande... qui est la vraie tempête, où là, il faut se mettre aux abris et pourquoi pas désinvestir, désensibiliser dans la mesure du possible le portefeuille. Bon. Alors, dans ce que disait Thomas tout à l'heure, le rôle des banques centrales est très très important dans le fait qu'on soit en risque 3 depuis longtemps. Voilà, on est en risque 3 depuis longtemps parce qu'on dépend totalement du bras de fer permanent entre les marchés financiers et les banquiers centraux, puisque on a voulu éviter une crise de 1930 en injectant de la monnaie. Mais donc ce risque, il est qu'on est soumis à quelque chose qui est un peu extérieur quand même. Sinon, on serait en période 4 on aurait pu y passer, c'est 1930. Ah oui, c'est 1930. Hausse violente des taux d'intérêt si les politiques ne répondent pas. Début de faillite. Là, c'est donc, et dans le risque 4 aujourd'hui, ce qui se passerait, c'est si jamais il y avait une violente remontée des taux d'intérêt longs, c'est le krach obligataire que les banques centrales, tous les jours, sont obligées d'essayer d'éviter et redouter. Voilà ce qu'on pouvait noter dans ce tableau de bord. On va passer à notre troisième séquence, la rubrique performance. Alors, par construction, la performance n'existe pas puisque le fonds va commencer sa vie ce soir à la clôture. Hein, c'est ça la valeur liquidative. La valeur liquidative, c'est ce soir, ce sera 100 €. C'est-à-dire, oui, en effet, la valeur d'une part de ce fonds. Exactement, la valeur d'une part du fonds, dont on rappellera le code ISIN un petit peu plus loin pour les souscriptions éventuelles. Il y a d'ores et déjà 400 000 € qui ont été déposés sur le compte du fonds, qui ont été souscrits par un fonds de notre maison, puisqu'on y croit, donc autant suivre ce qu'on croit. Voilà, donc c'est parti à partir de maintenant, et les premiers achats de titres auront lieu lundi. Voilà, et ça c'est une règle qu'on va appliquer systématiquement. Hein. On achètera les titres après l'émission, donc à la limite, vous pouvez le faire aussi de votre côté, en toute transparence. Hein, c'est vraiment la philosophie de ce fonds et de cette émission. Pour ne pas risquer un conflit d'intérêts. Donc les titres seront achetés après l'émission, soit le vendredi après-midi, ou soit lundi en l'occurrence pour cette première. Exactement. Alors sur les problématiques de conflit d'intérêts, tant qu'on achète de l'air liquide ou du total, on pèsera relativement peu sur le marché. Mais sur un certain nombre de titres de petite ou de moyenne capitalisation qu'on pourrait être amené à acheter, il y aura un problème de liquidité et donc on ne veut pas être accompagner la hausse ou au contraire que nos clients ou futurs clients ne profitent pas de... Parce qu'on est dans un fonds PEA donc qui cherche à prendre moins de risques que le marché et à donner une valorisation, mais dans lequel on a accepté de prendre une exposition allant jusqu'à 15% dans des valeurs moyennes. Exactement. Alors, on l'a compris, hein, le rôle de Thomas, c'est celui de gérer, le rôle d'Hubert, celui d'analyser. C'est quoi en fait la mission d'un analyste ? Là, en l'occurrence, je suis surtout en veille. Je suis en veille à la fois sur les tendances, ce qui se passe dans les sociétés, ce qui se passe dans la gestion en général. On observe tous ça. Mon rôle dans ce comité de gestion qui se déroule, c'est de proposer, d'alerter éventuellement sur des positions qu'on a en portefeuille et où j'aurais un doute, ou au contraire proposer des arbitrages. Je suis vraiment force de proposition et d'analyse bien sûr, mais ensuite comme
tous les auditeurs, tous les téléspectateurs peuvent eux-mêmes être force de proposition. Alors ça peut passer par mon prisme avant d'arriver jusqu'à Thomas. On a déjà des questions, je vous en ferai part dans quelques instants. Un dernier mot sur le rôle d'un comité de gestion dans une société de gestion traditionnelle. Comment ça se passe? Comment c'est organisé? À quelle fréquence? Alors, les comités de gestion, ce sont des comités de gestion sur les fonds à proprement parler, au moins hebdomadaires, sauf événement particulier de marché, sauf événement sur un titre. Mais il va de soi que dès lors qu'il y a un titre, on en parle entre nous dans la société de gestion. On a des alertes régulières sur un certain nombre de titres. On a pu en connaître notamment en ce moment avec les annonces de résultats. Donc sur Michelin par exemple, il y a encore hier. C'est important pour nous évidemment d'être sur le qui-vive. Toujours est-il que ce comité de gestion doit veiller à ce que l'esprit du fonds soit toujours vérifier compte tenu du contexte qu'on a décrit un petit peu avant. Ce qui est important, c'est de savoir si on est en mode défensif ou pas. Est-ce que les titres qu'on a en portefeuille correspondent bien et répondent bien à ce qu'on attend? Et ça, on ne s'interdira pas de le faire. S'il se passe un événement majeur sur une action, soit parce qu'il y a une opportunité, soit parce qu'il faut en sortir, vous pourrez le faire en tant que gérant de ce fonds et venir expliquer lors du prochain comité de la semaine suivante. Oui, ce n'est pas un fonds figé. La justification. Ce n'est pas un fonds figé d'une part, et on viendra expliquer les bonnes comme les mauvaises idées. Parce qu'il y a aussi des mauvaises idées, malheureusement, de temps en temps. Ça arrive. Alors, on va justement découvrir ce portefeuille, ce premier portefeuille d'interaction dans notre dernière partie, la rubrique gestion. Alors là aussi, il y a une méthode que vous allez nous présenter. Thomas, comment est-ce qu'on va construire ce portefeuille? Alors, je l'ai dit, on va d'abord regarder par le mode dans lequel on se trouve pour lui donner un prisme conforme à la période que nous traversons. Donc le nuage avec un bout de soleil quand même, mais voilà, exactement. Incertain, période 3, niveau 3. Niveau 3, ça se traduit dans le contexte actuel par une importance somme toute avérée des valeurs défensives, des valeurs d'abonnement, des valeurs qui résistent plutôt bien au choc qu'on vient de connaître. Je vais prendre l'exemple des Silor par exemple, qui n'a pas baissé depuis le point haut du mois de juin. Par exemple, ce sont des valeurs typiquement défensives qu'on aime bien avoir en portefeuille. C'est des matelas de sécurité dans des contextes incertains, ou des valeurs d'abonnement comme GDF, les EDF et quelques autres encore. Donc ça, c'est important pour nous dans la constitution du portefeuille d'avoir ce fonds-là. Et puis, ça ne nous empêchera pas d'avoir par ailleurs quelques idées sur, par exemple, en ce moment, les valeurs technologiques, qui sont des sources de gains de productivité substantiels, qui s'inscrivent dans la durée, qui sont en train de payer véritablement en ce moment, et ou des mouvements en ce moment sur les valeurs télécom, dont on pense que la restructuration est loin d'être terminée. Donc ça, c'est une approche un peu sectorielle. On va voir, vous nous avez apporté un tableau de composition et de positionnement. Voilà. Hubert, qu'est-ce que vous pensez de ces... Il y a un objectif. L'objectif, en fait, c'est, comme l'a dit Thomas, c'est d'adapter la gestion du fonds à l'analyse de la météo. Donc, ensuite, après, à l'intérieur, tout n'est pas défensif au même moment. Il y a des moments où on est dans une certitude de taux bas et donc, effectivement, GDF ou EDF est défensif. Et il y a des moments où GDF peut ne pas être défensif. Alors, donc, on a vu les valeurs défensives, vous en avez parlé, les TMT, vous en avez parlé. Il y a des financières, des cycliques aussi et des semi-cycliques. Alors, juste pour commenter ce graphique, à gauche, vous avez la pondération du CAC 40 d'un côté qui est évidemment investi à 100%, c'est ce que vous voyez en bleu, et puis d'Interaction qui ne sera investi dans un premier temps qu'à 89%. Et puis ensuite, vous retrouvez chacune des pondérations en valeur absolue ou d'Interaction ou du CAC 40. C'est juste pour avoir une idée de la façon dont sont répartis. Il se trouve que le CAC 40 est assez défensif dans sa composition aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une composition qui est assez proche, mais les titres ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'on appelle le benchmark, en fait. Ça va être ça notre référence, le CAC. Ce sera notre référence parce qu'on choisit toujours nous cette référence parce que chacun a cette idée du CAC 40 dans la tête et ça permet d'aller très vite à l'essentiel. Et l'essentiel, on va le retrouver un peu dans la colonne de droite, c'est-à-dire là, on va tomber sur le potentiel théorique. Alors attention, il ne s'agit pas d'une promesse de gain, bien évidemment, mais on a des objectifs de cours sur chacun des titres et l'agrégation en fonction des pondérations de ces objectifs de cours nous donne un potentiel théorique à ce jour de 20,61% sur le CAC, par exemple, et de 19,15%
sur Interaction. Donc c'est-à-dire qu'on fait moins bien, mais parce qu'il y a ce petit coussin de cash. Alors il y a le coussin de cash, effectivement, qui ne nous aide pas. Et puis, dans le CAC 40 aujourd'hui, il y a une grosse concentration de la performance sur 2 titres, Total et Sanofi, qui recèlent effectivement d'un potentiel élevé. Mais il est hors de question pour nous d'avoir 11% de Total et 11% de Sanofi dans le portefeuille. Cette contribution attendue, c'est à quel horizon? C'est un horizon pour nous d'un an minimum. D'accord. Alors Hubert. Sachant que le fonds lui-même est un fonds qu'il faut détenir en principe entre 5 et 7 ans. Voilà. Hubert, votre commentaire sur cette répartition, est-ce que ça c'est une photographie, donc ce qui sera plus intéressant et plus discuté, c'est quand on procédera à des modifications. Ouais. Là, les arbitrages. On est a priori d'accord sur la constitution au jour d'aujourd'hui, compte tenu du mode. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'appuyer sur des points d'appui certains. Alors, moi, j'en ai qui sont les taux d'intérêt durablement bas, la hausse du dollar, la reprise américaine, et puis il peut y en avoir d'autres. Je sais que Thomas en a d'autres. Alors justement, c'est l'occasion de donner la parole à nos amis internautes qui ont eu la gentillesse de se connecter pour cette première émission. La compagnie créole demande comment jouer la hausse du dollar. Est-ce que ça, c'est une thématique que vous allez essayer de... Est-ce que c'est à laquelle la gestion, voilà la question. Et est-ce que vous y croyez à cette hausse du dollar et est-ce que vous voulez l'intégrer dans le portefeuille comme courant porteur? Oui, on y croit à la hausse du dollar pour la période qui vient. Alors, est-ce qu'on va encore gagner 10, 15, 20 centimes? Je ne sais pas, c'est probablement un mouvement de cette ampleur qui est attendu à horizon d'un an. Nous, on va le jouer comment? On va le jouer au travers d'entreprises exportatrices, comme par exemple Schneider, Airbus ou quelques autres, qui vont être capables de bénéficier soit de gains de compétitivité avec un affaiblissement de l'euro, soit parce qu'ils libellent beaucoup de leurs ventes en dollars, vont pouvoir bénéficier d'effets de change positifs. On a vu sur les trimestriels récents quelques gains substantiels déjà sur les comptes des entreprises en portefeuille. Alors, une autre certitude, ce sont les taux bas. Ils vont être durablement bas, ça, on l'a bien compris, et ça favorise les gens qui investissent pour le très long terme. Alors, on a cité Sanofi, une pharmaceutique, les taux bas, elle constitue un immeuble, une pharmaceutique. Elle constitue un portefeuille du médicament qui est comme un immeuble. Bien sûr, les immobiliers sont favorisés par les taux bas, les valeurs de services publics qui, elles, investissent et ont des retours longs, les valeurs de concession aussi. Eurotunnel, qui est très endetté, est une valeur typique de taux bas. Alors, autre question. Ace demande, que pensez-vous de Chargeur? Alors, Chargeur, qu'est-ce que c'est Chargeur? Alors, Chargeur, c'est une holding. C'est une holding qui est sur 3 secteurs, qui est sur le secteur des films de protection, sur le secteur de l'entoilage et sur le secteur de la laine, qui était un peu l'activité. C'est quoi l'entoilage? L'entoilage, c'est ce qui est à l'intérieur de votre veste. Entre votre tissu ici et la doublure de votre veste. D'accord, donc c'est pointu. C'est une valeur que vous aimez bien? Alors moi, c'est une valeur que j'aime beaucoup parce que c'est une valeur qui décote sensiblement d'ordre de 40% par rapport à son net comptable, non réévalué, donc c'est quelque chose... Pourquoi? Parce que c'est une holding ou parce que les gens s'intéressent pas à l'entoilage? C'est une holding, c'est très compliqué parce qu'il y a un président qui est très intelligent mais qui le message ne passe pas toujours. Et alors c'est une situation de capital extrêmement complexe puisqu'il y a quelque chose comme 60% des titres. Il y aura une augmentation de capital qui va faire plus que doubler le nombre de titres en 2016. Donc il faut prendre les calculs avec la conversion d'une obligation convertible. Donc Hubert, vous auriez envie de l'avoir en portefeuille? Ah oui, moi j'aurais envie, mais je ne sais pas. Justement, je passe par le prisme du gérant. C'est intéressant, Chargeur, parce que voilà une entreprise qui s'est fortement désendettée, avec des sacrifices importants, ça c'est certain. Donc elle commence à présenter un certain nombre d'avantages, notamment un actif net très décoté, ça c'est certain. Pour l'année prochaine, ce qu'on appelle des free cash flow, une capacité de dégager du cash, pour résumer, qui va augmenter, ce qui sera une nouveauté depuis quelques années quand même, et ce qui permettra d'avoir de la visibilité. Et nous, investisseurs, ce qu'on veut, c'est de la visibilité. Ce qu'on attend, nous, sur ce titre, au moment où je vous parle, c'est un catalyseur. C'est-à-dire, la chose qui va nous dire, c'est maintenant. Parce qu'elle peut rester décotée, on l'a vu sur un certain nombre de titres, pendant un an. Et la cible qu'on essaie de mettre en avant, ne jamais être atteinte, pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de raison pour que le titre rebondisse. Et alors au final, est-ce qu'on la prend lundi dans le portefeuille ou pas? Non, pas encore. Puisque on attend ce catalyseur. Il faut qu'on ait ce catalyseur. Ça ne nous empêchera pas de l'acheter si le catalyseur intervient dans les mois qui viennent. Alors le moment qu'on attend tous, c'est découvrir ces premières lignes dans le portefeuille. Combien de lignes, Thomas? 23 lignes au moment où 23 lignes. Alors les lignes que l'on va faire rentrer dans Interaction à partir de lundi matin, on va découvrir ensemble ce sous-portefeuille. Les grandes tendances qui se dégagent, quelles sont-elles? Alors, il faut expliquer, oui, alors on voit là Airbus, Altran, AXA.
Et il y a 2 colonnes, le nom des actions et la contribution attendue. C'est quoi la contribution attendue? La contribution attendue, en fait, c'est la pondération multipliée par la pondération multipliée par le cours cible ou la progression attendue du titre. Ça nous permet de voir où est la puissance de notre fonds, dans quel titre réside la puissance de notre fonds, où sont nos grands paris. Et donc là, on voit 2,70 pour Airbus, ça veut dire que vous attendez une grosse contribution d'Airbus. Exactement. Et donc ça rejoint la thématique dollar dont on a parlé avant. Exactement. Sur 19,65% de potentiel théorique du fonds, aujourd'hui, il y en a 2,70 qui viendraient d'Airbus. C'est effectivement un choix lourd. AXA au-dessus d'1%, pourquoi? À cause des taux Alors, AXA à cause des taux bas. AXA aussi pour toute la réorganisation qu'ils ont fait, les cessions qu'il y a eu dans des zones qui n'étaient plus très porteuses. Ils ont acheté pas mal de choses en zone de croissance. Et nous, on croit beaucoup aux manœuvres de M. Castres. Hubert, un commentaire sinon. On a donc Airbus, Altran, AXA, Bouygues, Capgemini, Crédit Agricole, EDF, Essilor. Bouygues, vous croyez donc sur la stratégie? On va surveiller les bancaires quand même, parce que les bancaires, c'est très compliqué. Et donc, on peut avoir des informations qui font beaucoup monter, beaucoup baisser. Donc, alors, Thomas, c'est assez bien pondéré. Alors, les bancaires, on est équipondéré par rapport à notre benchmark qui s'appelle le CAC 40. Pour autant, on n'a pas la même composition de titres. Par exemple, nous n'avons pas de BNP, parce qu'on est toujours incertain, nous, du risque américain sur ce titre. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on ne l'a pas. Ensuite, on a du Crédit Agricole qui a recentré son activité sur la PME, qui s'est souvenu qu'ils venaient de la Terre, donc ils sont retournés à la Terre et a priori, ça commence à avoir des vrais résultats, une vraie récurrence de résultats. Un retour aux racines. Pardon? Un retour aux racines. Un retour aux racines, exactement. Bouygues, vous jouez quoi sur Bouygues? La vente de Bouygues Télécom? Bouygues, la téléphonie. Exactement, la vente de Bouygues Télécom. Et ne nous trompons pas, l'immobilier, qu'on continue d'oublier chez Bouygues, qui aujourd'hui n'est pas valorisé dans le groupe, pour un des leaders mondiaux, c'est un petit peu dommage quand même, de notre point de vue en tous les cas. On pense qu'on reviendra, dès lors qu'on retrouvera un peu de croissance mondiale, sur des niveaux de croissance importants chez Bouygues. Alors on va voir les autres tableaux pour continuer ces commentaires. On voit quand même, Hubert, des grosses capitalisations. On n'est pas dans la small cap là. Non, mais pour le moment, on n'est pas dans la small cap. On constitue le portefeuille. Comme l'a expliqué Thomas, on cherche à faire presque autant que le CAC en prenant moins de risques et en faisant mieux. Et très franco-français, si tout va bien. Pour l'instant. Pour le moment, c'est très... Oui, voilà, c'est des questions qu'on aura. Oui, est-ce qu'Allianz ne peut pas être un jour préféré à AXA? Alors, Allianz, en ce moment, nous l'analysons un peu plus précisément parce qu'elle nous intéresse bien. Le changement de président, ça nous a un peu déstabilisés tous, puisqu'on était bien habitués au président précédent. Donc, on l'a mis en stand-by. Elle fait partie des beaux potentiels qu'on peut avoir sur le titre. On a de l'Iberdrola, du Repsol on le voit, et du Santander. Forcia, GDF Suez, Groupe Eurotunnel, Iberdrola, Néopost, Orange, Renault, Repsol, ça c'est le deuxième. Donc on aura compris que je suis un fanatique du Eurotunnel. Parce que vous vraiment... Juste un mot. Économie anglaise qui va bien, conjoncture de taux bas. Donc c'est ça votre ouverture européenne, c'est Eurotunnel. On creuse le tunnel c'est une vraie pour aller ouverture. voir les British. Non mais ça répond à au moins deux des critères de concept sûr. Et alors notre excursion, et surtout ibérique en fait, on va vers... C'est parce qu'on a un Premier ministre d'origine espagnole, catalane. Ça n'a rien à voir, mais ça nous fait plaisir quand même. On a un peu de pétrole, un peu d'énergie, qui étaient des secteurs qui ont profondément pâti de la crise espagnole dans des proportions démesurées qui sont depuis 6 mois, 1 an maintenant dans des forts rebonds. Mais donc vous jouez la thématique du rebond espagnol, clairement dans ce portefeuille. Et de la convergence par exemple pour Santander qui était anormalement pénalisé par le marché. Alors on va voir la dernière partie de ce tableau aussi s'afficher, comme ça vous aurez de façon complètement transparente toutes les lignes de ce portefeuille qui sera activé lundi matin avec les contributions espérées. On a vu Renault et Orange donc, qui sont au-dessus d'1%, donc là aussi des espoirs forts sur Orange. Pourquoi Orange, par exemple, pas Iliad? Iliad dont on peut imaginer de façon assez mécanique qui pourrait rebondir après la sanction américaine, et comme l'Amérique ne va pas se faire. Alors Iliad, après la sanction américaine, a rebondi en bourse. Nous, ça nous amène beaucoup moins de potentiel. Mais pas au niveau de départ. Ils étaient à 220, 230, ils sont tombés, ils sont à 180. Oui, mais je pense que ça, pour la première fois depuis longtemps, ça a réfréné un peu l'énergie débordante de Xavier Niel. Et les autres ont quand même mis en place des politiques commerciales en France qui sont relativement agressives. Que ce soit SFR, désormais avec Numéricable, comme Bouygues, ils ont quand même su répondre au forfait.
D'accord. Dernière partie de Xavier Niel, pardon. Alors, Sanofi. sur l'automobile, Ouais. on aura l'occasion aussi d'en reparler, parce qu'on peut aimer Renault ou Volkswagen comme on peut aimer AXA ou Allianz. Bon, je sens qu'on aura des débats intéressants. Non, mais ça peut être des débats, ce qui n'empêche que les deux peuvent monter, d'ailleurs. Alors, on a une question de Timothée qui n'est pas inintéressante. Les pondérations, c'est vrai qu'on n'a pas les pondérations sur ce tableau. Alors, je précise à Timothée qu'il pourra se rendre sur le site, hein, la SR Finance, pour voir toutes les pondérations de façon complètement Il aura transparente. tout. Il aura le fond, même plus que les pondérations. Mais c'est une bonne question. Comment est-ce que vous pondérez ça? Alors en fait, on pondère ça en fonction de la puissance qu'on estime avoir sur un titre et puis à côté de la répartition du risque qu'on est prêt à prendre. C'est un pari sur le risque. On l'a vu tout à l'heure, on est en période 3. Donc des choix, par exemple, on parlait des small cap, des petites capitalisations tout à l'heure. Chargeurs, pourquoi pas? Dans l'état actuel des choses, l'indicateur dont on avait parlé de dispersion des performances nous fait dire que quand bien même on attendrait beaucoup de chargeurs, ça ne va pas payer tout de suite d'après ces indicateurs parce que les gens préfèrent la liquidité au gain potentiel sur le titre au moment où on parle. Alors, il y a un titre qui est qui vient un peu de morfler en bourse, qui est dans la liste, qui est Lafarge. Ouais. Lafarge, c'est quand même du cycle. Alors, je sais bien que c'est aussi une valeur pétrolière, mais vous attendez donc beaucoup des retombées de la fusion Ecolsim, des cessions. Oui, parce qu'on a oublié que Lafarge, en 2008, a été une des principales victimes, je vais y arriver, de la crise, notamment parce qu'il a été assimilé à une valeur financière quasiment, Oui. avec des difficultés de refinancement. On se souvient là aussi, pas ou peu, que les refinancements, c'était 2014-2015. Lafarge a anticipé tout cela, d'une part, et d'autre part, sa fusion avec Holcim lui donne une répartition géographique optimisée. Nous, on pense que ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Il va y avoir des cessions d'actifs. On a vu qu'un certain nombre d'acteurs se positionnaient dessus. Et ces cessions d'actifs emmènent du désendettement, plus de visibilité sur le titre. C'est probablement un catalyseur. On a vu passer Vivendi aussi. Pourquoi Vivendi? Alors Vivendi, parce qu'elle va se concentrer sur ce qu'ils savent faire, un petit peu de ce qu'on appelle du broadcasting, un petit peu d'émissions, de contenu, et c'est probablement, compte tenu de la qualité de tous les téléphones embarqués qu'on a ou des tablettes qu'on a embarquées aujourd'hui, probablement un des sujets des 5-6 années qui viennent. On remarque quand même l'investissement dans le téléphone, puisqu'il y a du Bouygues. C'est notre tendance du Vivendi, portefeuille. lui en est sorti. Mais Donc, Vivendi, voilà. Vivendi en est sorti. Vivendi, c'est un peu la fin de l'histoire sur le téléphone. C'est le cash du téléphone, C'est le Vivendi. cash du téléphone. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, pour cette première émission. Donc, je vous rappelle, vous pourrez... comment souscrire au fond? Comment souscrire? Oui, Mireille, bonne question. Merci Mireille, avant de conclure. Alors, Hubert, comment on souscrit? Comment souscrire? Vous allez sur votre... À partir de lundi. Hein. Donc vous avez un intermédiaire financier qui peut être une banque, qui peut être un conseiller en gestion patrimoine, qui peut être tout un tas de choses. Vous pouvez avoir un compte en ligne, c'est ce qui est le plus courant. Vous avez un code ISIN que nous allons rappeler. Alors le code ISIN, il se trouve pour Mireille, sous le player, là, sous la vidéo. Vous l'avez dans l'article, c'est le FR 0012 11 55 17, mais vous le retrouvez. Que vous allez retrouver sur le site. Vous tapez ce code ISIN et vous passez un ordre d'achat comme vous passeriez un ordre d'achat de n'importe quel actif financier chez votre courtier en ligne. Et puis, donc vous allez sur Bourse Direct, Boursorama, Fortunéo, vous tapez ce code ISIN. Et puis vous nous envoyez un petit mail pour nous le signaler pour que éventuellement on vous recontacte. Et alors j'insiste sur un point, vous devez aussi lire attentivement les documents réglementaires qui vous feront prendre conscience du risque inhérent à tout investissement sur des marchés financiers, risque en capital, risque de volatilité. C'est important de savoir, de connaître, d'être conscient des risques du placement qu'on réalise. Ouais, on ne met pas toutes ces économies sur un fonds, même s'il est piloté talentueusement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des grands textes avant l'émission, après l'émission, pour mettre en garde, ce qu'on appelle des disclaimers dans le jargon, Exactement. Mettre en garde contre les risques qu'on prend quand on souscrit. Et par ailleurs, chaque semaine, chaque lundi est mise à jour une fiche de gestion qui vous explique tout ce qui s'est passé, pourquoi c'est bien passé, pourquoi c'est mal passé. Toutes les infos sur acerfinance.fr ou .com, acerfinance.com. Et puis bien sûr, chaque semaine, rendez-vous 14h30, vendredi, pour faire le point dans Interaction, l'émission. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.